Salut à tous, ça y est, Game of Thrones est enfin de retour. Je me suis levé aux aurores, ce qui pour tout vous dire m'arrive quand même assez rarement et je suis pas déçu. Comme je m'y attendais, il y a eu pas mal de réactions en commentaire pour se demander où était Nora. Donc je vais vous expliquer. Comme on est journaliste et qu'on a un métier très fatigant, on est obligé d'avoir des longues vacances. Du coup Nora là, elle est en vacances, on lui passe un petit coucou d'ailleurs. Et moi je partirai en août, ce qui fait qu'on se répartit les épisodes. Mais ne vous inquiétez pas, on sera ensemble pour les derniers épisodes et on va jouter avec plaisir. Bref, revenons à nos moutons, on décrypte tout de suite le premier épisode dans le meilleur de l'after. Comme on pouvait s'y attendre, qui dit premier épisode de saison, dit épisode de mise en place. On a vraiment un tour d'horizon de tous les personnages et de leur situation actuelle. Plus que dans n'importe quelle saison, on sent bien que les alliances vont être déterminantes. On a une présentation des forces en présence, c'est vraiment le départ en guerre, et ça aux quatre coins de Westeros. Et clairement, dans le jeu des alliances, il semblerait bien que Daenerys soit la plus forte, puisqu'elle a à ses côtés Tyrion Lannister, Varys, partie des Greyjoy et leur flotte, les Immaculés, les Dothraki, les Dorniens, les Tyrell, ça fait quand même une énorme force qui s'apprête à attaquer King's Landing. Alors on la voit pas beaucoup, mais à chaque fois c'est symbolique et très fort, notamment le retour à Dragonstone, donc là où elle est née, où directement elle a pas le temps, elle s'installe à la table de guerre. L'épisode finit d'ailleurs là-dessus, Shall we begin. Et puis il y a à l'opposé de Daenerys, un peu son alter ego, le feu, la glace, on en parle souvent, notre Jon Snow favori, qui lui aussi rassemble ses troupes. On sait que les chevaliers du Val de Lord Baelish, donc Littlefinger, l'ont rejoint. Il a réussi à rallier le nord à lui, il possède bien sûr une armée de sauvageons qui fait pas déconner, et il a, loin des yeux, loin du cœur, Sam Tarly, et non pas Sam Gamgee, même s'il ressemble un peu, moi je trouve, qui lui est à la citadelle, donc là où on forme les mestres, et qui recherche à travers les livres et la science, comment profiter du ver dragon et en fabriquer, ou en tout cas en trouver déjà, ce qui est important, pour lutter contre les marcheurs blancs. Et puis on a un troisième pôle, on pourrait dire, qui lui aussi mène ce combat pour le trône, même si pour le coup il a le trône pour l'instant, elle a le trône, c'est Cersei. Étant donné qu'elle a brillamment assis son royal popotin sur le trône, avec son frère Jaime toujours à ses côtés, elle est dans une position un peu plus compliquée, un peu plus délicate, elle est en tout cas dans une position défensive de conserver son trône et de rechercher des nouveaux alliés. Il y en a un qui s'offre tout cru à elle, puisque c'est Euron Greyjoy, l'oncle de Theon et Yara, qui eux sont avec Daenerys, et qui lui est en quête d'une femme pour s'allier et pour gagner de plus en plus de puissance, parce que lui c'est vraiment un des personnages, c'est un peu le nouveau Ramsay de la saison précédente. Donc on peut clairement imaginer une alliance entre ces deux personnages qui sont assez diaboliques, et puis il y a une quatrième force en présence qu'on ne soupçonne pas et dont on va parler maintenant dans le MVP de cet épisode. Vous vous doutez de qui je vais parler, c'est bien sûr Arya, puisque c'est évident pour moi que c'est le personnage le plus important de cet épisode. Elle est seule, c'est un électron libre, personne ne se méfie d'elle, il y en a même qui pensent qu'elle est morte. Et pourtant, en un clin d'œil, dès les premières minutes de l'épisode, elle décime une famille à elle toute seule. Faut dire que ça faisait un bon bout de temps qu'on avait envie de voir les Frey mourir, à noter aussi que c'était les derniers alliés des Lannister, donc ça affaiblit encore plus Cersei. Alors que dans la saison précédente, elle était quand même un peu éloignée des conflits, etc. Elle était vraiment dans sa formation avec Jaqen H'ghar. Là, elle est vraiment dans le cœur du sujet, toujours en marge des armées. Elle est toute seule, à cheval, elle a sa liste de gens qu'elle veut tuer, et la prochaine c'est Cersei. Cet épisode annonce clairement la couleur, Arya va être un des personnages clés de cette saison. Alors ce qui est particulièrement cool avec cet épisode, c'est que ça laisse beaucoup de questions en suspens et que du coup on se régale avec les complots du web. La première question qu'on peut se poser, et bon là c'est mention spéciale, big up à mon petit Euron, qui fait une entrée d'ailleurs fracassante, un peu à la Jack Sparrow, un peu facétieux, un peu obsédé. On sent qu'il a très envie de faire son affaire avec Cersei. Il promet donc à Cersei un cadeau, pour lui prouver son allégeance et aussi que ça peut être un bon mari à mon avis. Et à partir de là, le web s'affole. J'ai vu des millions de théories de la plus stupide à la plus sensée. On aurait donc deux sortes de cadeaux possibles, soit des personnes, soit des objets. Alors pour les personnes, on a deux contenders en tête de liste. Ellaria, celle qui a pris le pouvoir à Dorne, qui est quand même responsable de la mort de la fille de Cersei. Et donc on peut soupçonner un affrontement entre Euron et Dorne, et donc une victoire de Euron qui ramène en trophée Ellaria Sand. Deuxième possibilité, et celle-là me plaît beaucoup plus, ce serait le retour tant attendu de Gendry, qui la dernière fois qu'on l'a quitté quand même était en train de ramer dans l'océan. Océan, c'est quand même le lieu où Euron exprime toute sa puissance. Est-ce qu'il aurait pas recueilli Gendry, qu'il aurait ça dans sa manche pour séduire Cersei, qui, souvenez-vous, recherche tous les bâtards de Robert Baratheon, et Dieu sait qu'il y en a, pour les exécuter parce que c'est des prétendants légitimes et plus légitimes qu'elle au trône de King's Landing. On a aussi une autre possibilité, ce serait donc des objets. Alors j'ai vu traîner une histoire d'épée en acier valyrien qui aurait appartenu à la famille Lannister et auquel Cersei tiendrait.
j'y crois moyen. L'autre possibilité, et attention spoiler livre, c'est ce fameux corps, l'histoire de ce corps. Vous savez le corps, hein, enfin un corps qui contrôlerait les dragons. Et là ce serait quand même le cadeau parfait pour Cersei, puisque ce serait une arme redoutable contre Daenerys. Il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur la fraternité sans bannière, et notamment leur chef Beric Dondarrion, qu'on n'a pas vu beaucoup dans les saisons précédentes, et qui là d'un coup, dès le premier épisode de cette saison, a le droit à un long passage assez focalisé sur lui et sur la question de qui il est vraiment. En fait, il faut savoir que lui aussi est suivi par un prêtre rouge, Thoros de Myr, vous savez, celui qui l'a fait renaître plusieurs fois, et qui est convaincu que Beric Dondarrion est le Azor Ahai. Je sais pas si c'est le Azor Ahai, mais il aura à mon avis une importance particulière dans cette saison, notamment avec les extraits qu'on a vus dans la bande-annonce et cette fameuse épée en feu. Décidément, dans cet épisode, on a vraiment des nouvelles de tout le monde, puisqu'on a cette petite scène surprise qui moi personnellement m'a plu, puisque j'adore le personnage, où Sam découvre Jorah Mormont à la citadelle. On sait qu'il est en train de rechercher comment se soigner du gris écaille. Là, on voit que sa main est quand même dans un sale état. J'ai vu en tout cas que le web s'enflammait beaucoup après cette rencontre, puisque beaucoup avancent que Sam pourrait soigner Jorah, et donc que ces deux personnages qui appartiennent l'un au camp de Jon Snow, l'autre au camp de Daenerys, pourraient être à l'origine de la rencontre au sommet entre Jon et Daenerys. De toute façon, on se rend compte dans cet épisode que la rencontre au sommet va se dérouler, c'est sûr. D'autant que Jon insiste beaucoup sur le ver dragon, comment en trouver, comment fabriquer des armes contre les marcheurs blancs. Or, Sam a découvert qu'il y a une réserve de ver dragon là où Daenerys vient de s'installer, comme c'est pas beau la vie. Puis enfin, il y a quelque chose qui m'a frappé personnellement dans cet épisode et qui me fait me poser beaucoup de questions. C'est le comportement de Sansa vis-à-vis de Jon, avec le poison Littlefinger qui traîne dans Winterfell. Je pense qu'on va assister dans cette saison à, pas un retournement complet, mais en tout cas, de grandes scènes de tension entre Sansa et Jon à propos de la manière de gouverner, de la manière de mener la guerre contre les marcheurs blancs, mais aussi contre le sud. Jon semble quand même être assez omnibulé par les marcheurs blancs. Sansa, elle, a envie d'aussi voir vers le sud parce qu'elle sent qu'il y a un danger qui arrive. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tension et tout ça manipulé en arrière-fond par Littlefinger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre les frères et sœurs, c'est assez tendu cette saison, puisque j'ai aussi remarqué que Jaime, alors soit il flippe vraiment de sa sœur, bon en même temps elle est assez flippante, mais il prend un peu de recul par rapport à elle, ses choix, elle a une forme de cruauté, on sent qu'il est un peu en retrait. Je l'attendais avec impatience, j'ai pas été déçu. Super épisode de mise en place, honnêtement rien à redire. J'ai mis 4 sur 5 parce qu'on avait un tour d'horizon de tous les personnages, on avait vraiment besoin de tous les voir pour savoir où ils en sont, où on va aller. Et puis, je voulais insister sur une forme d'humour qui est pas souvent là dans Game of Thrones. Et là, cet épisode est assez drôle. Alors, c'est pas que la série manque d'humour en général, mais c'est plutôt que là, elle fait preuve d'une autodérision qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Le caméo d'Ed Sheeran, par exemple, on l'attendait puisqu'il avait été annoncé, il arrive dès le premier épisode et c'est quand même dans une scène assez un peu loufoque avec tous ces Lannister, Arya qui partagent un lapin et qui parlent du sens de la vie. C'est assez réussi. Et puis surtout, la scène qui, moi, m'a fait énormément rire, mais qui m'a un peu dégoûté. Il était tôt le matin, tu t'envoies ça, t'es pas à l'aise. C'est cette espèce d'enchaînement de scènes très courtes où on voit Sam récurer les pots de chambre, manger une sorte de soupe immonde avec des relents. Regardez ça, le matin tôt, j'avais envie de vomir, vraiment. Et puis, mention spéciale au combat de coq, Jaime Euron. Euron, il arrive bien posé comme ça, tu sens qu'il a très envie de baiser Cersei et c'est pas du tout du goût de Jaime. Bref, une réussite, on en redemande et puis on sent surtout que comme la fin approche, il reste plus beaucoup d'épisodes, ils hésitent pas à faire certaines ellipses qui à mon avis sont nécessaires, du coup ça maintient une action tout le long de l'épisode. Pour cette saison, on inaugure une nouvelle rubrique puisqu'on voudrait répondre à la question des fanatiques. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire des questions que vous avez et nous, on y répondra avec plaisir dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On a hâte de voir le second, clairement. En attendant, on se retrouve dès demain pour l'analyse du trailer de l'épisode 2. On se quitte avec une petite nouveauté, la stat inutile de cet épisode. Sachez que Sam a failli se vomir 11 fois dessus en récurant les chiottes. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!